désolé encore une fois de ne pas estropier les noms, mais ce sera désespéré pour cet après-midi. Surtout que Vanda, alors d'abord je n'appelais que Vanda, je me distançais de son nom. J'étais persuadé que ça se prononçait Zik, quelque chose comme ça, alors que je viens d'apprendre que ça c'était plutôt. Voilà. Je ne me souviens plus. Elle a donc été, après avoir été enseignante à la faculté des lettres de Zadar, elle enseigne actuellement la traduction à l'université de Zadar. Et je vais vous avouer, franchement, je ne sais pas comment vous présenter Vanda. Comme enseignante chercheuse, ça pourrait être possible sans aucun problème, puisqu'elle est auteure d'articles scientifiques, d'un recueil d'essais sur l'interprétation des textes littéraires et sur la traduction. Comme polyglotte, c'était possible aussi, puisqu'elle parle couramment le français et l'italien, s'exprime aussi parfaitement en anglais, n'ignore pas non plus l'allemand, pratique même l'espagnol, et d'après ce qu'on m'a dit, se débrouille à peu près bien en croate. Comme poète, je n'ose pas la forme féminine, comme poétesse, à la fois en tant qu'auteur et traductrice de poésie croate contemporaine en français, comme organisatrice de colloques, aussi charmante qu'efficace, mais ça vous le savez, c'est pas la peine de vous préciser, comme traductrice, ayant publié une cinquantaine de traductions, tant de l'italien que du français, avec notamment la traduction en croate de La Disparition. J'aurais pu vous énumérer les nombreux prix et distinctions qu'elle a reçus pour son travail, mais comme on m'a limité dans le temps, je ne vais pas tous vous les énumérer. Pourtant, il y en a beaucoup. Et c'est d'ailleurs de traduction qu'elle va nous entretenir maintenant, puisqu'elle va nous parler de traduction à propos de la vie de monde d'emploi, et nous allons rester sur le compendium. Donc vous voyez que le lien entre les deux interventions était patent. Sa thèse de doctorat, j'avais peut-être oublié, s'intitulait « Des silences linguistiques à la poétique des silences ». Mais c'est justement à prendre la parole que je vais l'inviter maintenant. Alors, bon, je suis très reconnaissante à ma collègue Tania qui a déjà déblayé un peu le chemin et m'a permis d'enchaîner plus efficacement. Quand même, voilà, ça ne devait pas se présenter comme ça, mais bon. La vie de mode d'emploi, donc on sait déjà que le compendium se trouve au milieu de ce roman qui consiste en 6 parties, organisées en 99 chapitres, plus le préambule et l'épilogue, ce qui fait 101, et ce qui fait que le chapitre 51 se trouve au précis milieu de ce roman. On a déjà entendu que c'est le peintre Valène qui rêve de peindre l'immeuble, ou alors le livre si vous voulez bien, et qu'il s'agit d'une sorte de représentation fractale du roman. Et voilà, vous savez déjà qu'il s'agit également d'une liste qui reprend 199 personnages en 199 vers, parce que Perret lui-même disait qu'il s'agissait des vers. Voilà, chaque vers représente une histoire comme on vient d'entendre, phrase participiale numérotée. Alors, Perret lui-même disait que c'était le résumé général, y compris de ce qui va suivre. Alors, c'est un peu étonnant de lire les histoires condensées de ce qu'on ne connaît pas encore, donc de ce qu'on va à peine connaître. Et en quelque sorte, on peut parler même d'une condensation spatio-temporelle du roman. Perret lui-même, dans le cahier des charges, on peut trouver sa citation, donc son annotation. Ils seraient tous là. Hein, c'est un peu ce que ma collègue vient d'évoquer. Alors, en ce qui concerne le dispositif, il s'agit d'une double contrainte. Tout d'abord, cette liste se présente sous forme de 3 séries de 60 vers, qui devraient faire 180, et il y en a pourtant 179. Chaque série est en plus sous-divisée en 6 groupes de 10 vers. On peut dire que, bien sûr, le manque du 180e vers est déjà un dynamène. On a déjà beaucoup entendu parler, donc je ne vais pas m'attendre trop à l'explication de ça. Mais on peut dire que ce dernier vers qui manque fait une allusion à la disparition, encore une fois, au manque, d'autant plus que c'est la lettre E qui devait justement commencer ce dernier vers et qui, encore une fois, manque dans la disparition. Alors, chaque vers consiste en 60 signes espace comprise
Et ça, c'est l'une des contraintes de cette liste du compendium, tandis que la deuxième contrainte serait la lecture diagonale, c'est-à-dire, puisqu'on a 3 séries, dans chaque série, il y a une diagonale qui va de haut à droite, en bas à gauche, et les 3 séries donc, représentent ensemble le mot de 3 lettres qui est l'âme, sans accent, sans l'article bien sûr, donc âme, A-M-E. Et on peut dire bien sûr, puisqu'il se trouve au cœur même du roman, il s'agit d'un portrait collectif, donc, et ce sont ces gens-là, ces personnages qui sont l'âme ou le cœur du roman, où on peut aller même plus loin dans une interprétation symbolique pour dire que c'est vraiment ce que c'est que la vie, c'est vraiment l'homme qui compte, c'est vraiment, donc on peut aller assez loin, mais on ne va pas s'y attarder aujourd'hui. Il faut dire quand même que Perec, au niveau typographique, Perec n'a pas insisté, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une typographie plutôt neutre, on ne voit pas cette diagonale, et on peut dire qu'il s'agit d'une faible visibilité. Seuls les connaisseurs ou ceux qui cherchent pourront la trouver en tentant les positions. Pour ce qui concerne les clinamènes supplémentaires, maintenant on peut se demander si c'est programmé ou pas. Il y en a qui pensent que c'est une erreur, il y en a qui pensent que, comme Bernard Manier, que c'est programmé. Il y a le vers 6 qui comporte 61 signes, ensuite le vers 45 qui en a 59, et le vers 104 qui a une diagonale quelque peu ébranlée, puisqu'il s'agit d'un décalage, donc la lettre M est décalée d'une place vers la gauche. Quant au jeu supplémentaire, on peut dire encore que le vers 73 propose explicitement l'anagramme du nom de Perec, ainsi que sa date de naissance, puisqu'il est né le 7 mars, donc le 73, et l'anagramme se trouve dans le mot percé. Il faut dire enfin que les lettres finales des 3 premières histoires forment également le mot âme. Au niveau de la syntaxe, on a déjà vu, c'est systématiquement la formule nom au syntagme nominal plus groupe participial, et le personnage est systématiquement le sujet, sauf, ça c'est génial, voilà, une contrainte, une traîne renversée. Disons, c'est à part une exception, donc le triste réveil, qu'on vient d'entendre, où le sujet n'est pas le personnage même si on pouvait reformuler en faisant ces fonctions. Donc, pour ce qui concerne le groupe participial, il s'agit donc d'un participe présent avec expansion, qui est la prononciation de la relative en qui, je ne vais pas me répéter, qui est pratiquement de règle, sauf dans les cas déjà cités. Alors, pour ce qui concerne la traduction, parce que moi je vais parler quand même du point de vue de la traductrice de ce roman, et je vais vous dire quelques mots sur mon expérience de la traduction de cette partie du roman. Alors, bien sûr, la traduction, je la vois comme un travail sous contrainte, puisque quand on vous soumet un texte à traduire, tous les éléments, tous les paramètres textuels sont a priori déterminés, donc vous avez une contrainte vraiment suprême. Et en plus, vous avez la contrainte de la langue d'accueil, et pas seulement la langue culture d'accueil, disons. Alors, je me suis appuyée, et je m'appuie toujours dans ma stratégie traductive, sur Berman qui insiste sur le travail sur la lettre. Je ne veux pas dire une traduction littérale, mais voilà, le soin de ce qu'il y a de littéraire dans le texte. Sur Michelik, bien sûr, qui, entre autres, dit qu'il faut faire que le traducteur est censé faire ce que fait le texte, c'est-à-dire que le texte d'arrivée devrait produire les mêmes effets, ou à peu près les mêmes effets que l'original. Derrida parlait d'une traduction relevante, tandis que Harry Matthews disait qu'on pouvait parler d'une efficient translation. Et Perec, traducteur, bon, lui-même il a traduit Matthews, et donc il a certainement donné la priorité aux contraintes et à la création des effets équivalents. Donc tout ça m'a fait prendre une position assez évidente, c'est qu'il fallait respecter le dispositif original et jouer le jeu au maximum. Maintenant il se posait la question de savoir à quel point on pouvait jouer dans la langue cible, quelles seraient les contraintes que la langue elle-même allait nous poser
même stratégie. Certains ont traduit sémantiquement sans respecter aucune contrainte. Certains autres ont respecté la contrainte de 60 signes. Par exemple, la traduction serbe, justement, reprend en diagonale le mot âme, toujours en français, mais avec des majuscules, donc en mettant un accent sur la diagonale qui est tout de suite visible. Et puis, il y a différents mots sont proposés pour chaque langue en diagonale, donc en allemand, la première traduction, c'était ich, en anglais ego, en espagnol, donc, non, en catalan c'est ale, qui est le souffle, si j'ai bien compris, en russe dom, maison. Et alors, je vais vous expliquer un peu quelle était ma démarche. Bien sûr, puisque la contrainte de la diagonale était la plus forte, j'ai parti de cette diagonale-là et je me suis tout de suite dit qu'il fallait quand même choisir un mot qui serait non seulement reproduisible au niveau matériel, en diagonale, mais qui serait également significatif pour le roman. Hein. Et alors, j'ai fait d'abord une liste des substantifs possibles de 3 lettres. Évidemment, le problème, c'est que le mot âme, qui aurait été le meilleur choix, en croate, c'est dusha, donc un mot qui consiste en 4 lettres et qui n'était pas possible, envisageable. Donc, j'ai pu employer par exemple le mot duch, esprit, dach, souffle, dom, maison, foyer, dar, don, oko, œil, bit, essence. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord fait la traduction de toute la liste du compendium en respectant la deuxième contrainte, celle de 60 signes par vers. Et j'ai voulu vérifier la fréquence des lettres en bonne position. Alors, une fois que j'ai établi cette traduction, disons, de travail, hein, ce n'était pas encore la bonne traduction, mais c'était juste pour vérifier les lettres, et il en a résulté que la suite ami, A-M-I, mais qui en croate ne donne pas un mot significatif, enfin, qui a une signification. Donc, j'ai constaté également que le I était le plus fréquent dans la deuxième série et que la lettre T était relativement fréquente dans la troisième série et qu'elle s'est terminée, enfin, qu'elle était en bonne position pour l'avant-dernier vers, c'est-à-dire celui qui est devenu le dernier, 179e. Alors, j'avais 2 lettres, IT, et en quelque sorte, le choix s'est imposé tout seul parce qu'il y a le mot beat, essence, qui correspondait à peu près à ce que je cherchais, et sachant que la lettre B n'est pas très fréquente, donc j'avais le problème avec la première série. Il faut dire que beat, à part de signifier essence, et là qui nous donne la possibilité d'interpréter tout ça comme un cœur, noyau, essence du roman, est également la forme plus courte du verbe être, hein, parce qu'on peut dire beaty ou alors beat. Beat, consiste également, donc on peut le voir dans le futur, on dit bitche, on ne dit pas, donc c'est erroné de dire bitche, on raccourcit toujours ce verbe et c'est la forme standard pour le futur. Une citation par exemple du roman, c'est le 23 juin, et il va être 8 h du soir. 23. lipnja i bit će 8 uveče. Donc il y a des mots, enfin, bit apparaît soit en tant que substantif, soit en tant que verbe dans le roman. Alors, après, je suis allée chercher un peu si Perec utilisait le mot essence quelque part dans le roman pour voir où il emploie ce mot et pour voir un peu si mon choix était pertinent en quelque sorte. Et j'ai retrouvé cette phrase de Barthelbout, retrouvée dans ce sentiment d'impasse, l'essence même de sa passion. Donc on a le sentiment d'impasse au moment où il recomposait le puzzle, et donc le mot l'essence était lié au puzzle, qui est vraiment le symbole du roman entier, et ce sentiment d'impasse qui traverse largement ce roman et d'autres ouvrages de Perec si l'on veut. Et là également, je me suis rendu compte que bien sûr j'avais traduit ce mot essence par beat. Il y a un autre moment dans le roman où
j'ai, je ne veux pas dire triché un peu, mais où j'ai, il s'agit de la phrase suivante, et dans ce renversement minuscule se dissimulait l'image même de son activité de poseur de puzzle. Encore une fois, lié à l'activité de Barthelbout et du puzzle, quand il tourne d'abord la carte qui est renversée de quelque peu et qui change complètement notre perception, et de même quand il met le puzzle, donc du moment où il change, il voit tout à fait différemment cette forme peut l'éclairer en quelque sorte et lui faire décider de quelle place, à quelle place il va la poser. Et là, donc, j'ai traduit par a upravo u tom neznatnom obrtanju skrivala se bit njegova slaganja puzzla. Et là, j'ai triché dans le sens que sémantiquement, c'est pas la même chose. L'image n'est pas bit, c'est l'essence, et je le sais bien. Mais d'abord, la traduction sémantique correcte était un peu maladroite en croate, ça n'allait pas très bien. Skrivala se slika njegova slaganja puzzla, c'était un peu, à mon avis, c'était un peu maladroit. Et puis, c'était quand même de cette narration principale du puzzle qui va être mise en place, des problèmes qui se posent ou des ouvertures perceptibles qui s'ouvrent. J'ai préféré quand même, et j'ai opté pour le mot beat. D'autant plus que cela renvoyait en quelque sorte au piège tendu par Winkler et par ces problèmes de perception qu'avait Barthelbout. Alors, pour ce qui concerne la suite de la démarche, une fois que j'ai trouvé le mot, j'ai retravaillé les vers en fonction de la contrainte diagonale pour mettre en place là les lettres qui n'allaient pas, donc retrouver pour les B, pour les I et pour les T les bonnes positions. Et j'ai également respecté les contraintes supplémentaires que Perec s'est imposées. Le protagoniste est toujours un sujet, j'ai également respecté l'exception du verbe 21. Donc, le groupe participial, comme on vient d'entendre, n'est pas possible en croate, malheureusement. Ce qui a fait que j'ai dû opter pour la relative en qui. Mais la relative en qui en croate a des variations, d'abord de genre, et ensuite on a la déclinaison 7K, ce qui fait que cette forme varie, koi, koiega, koiemu, etc. Ça dépend également du nombre. Ce n'est pas toujours la même forme. Et également, il y avait une variante sto, ou alors stoli, qui était plutôt invariable. Mais voilà, comme je viens de dire, moi je pense que en gardant cette relative en qui, on mettait plutôt l'accent sur le personnage, sur le fait qu'il allait figurer dans un tableau et que ce n'était pas la narration qui en quelque sorte poussait dans un second plan. Voilà, mais je pense que vous avez beaucoup mieux expliqué par votre exposé. Cette contrainte de 60 signes espace imposé a bien sûr imposé plein poussé à retravailler le lexique, le niveau lexical, syntaxique et sémantique, parce qu'il y a eu au niveau lexical pas mal d'écarts par rapport à la langue standard. Dans la syntaxe, j'ai dû parfois condenser, parfois allonger pour respecter toujours la contrainte de 60 signes. Et pour ce qui concerne la sémantique, parfois, je devais même modifier quelque peu l'histoire, donc la retrouver dans le texte et la modifier, l'aménager pour respecter toujours cette contrainte de 60 signes. Il y a eu également, hélas, des pertes et des décalages, des pertes au niveau, bien sûr, des phrases en verbe, parce que dès que vous avez une relative en qui, vous avez un verbe en indicatif, c'est forcément le cas. Et la deuxième perte, c'était justement le renvoi perdu à la disparition par le manque du vers 180, qui aurait commencé par un E. Là, ce sont les deux pertes importantes, mais sinon c'était vraiment impossible. Et pour ce qui concerne les décalages, à 7 reprises, j'ai dû introduire le verbe par une conjonction de coordination pour obtenir le bon nombre de signes. Et j'ai dû également remanier l'ordre des mots, qui souvent n'est pas l'ordre des mots standard, qui en croate est beaucoup plus flexible qu'en français.
mais qui fait un effet un peu archaïque ou littéraire qui peut-être n'était pas présent forcément dans l'original. Alors, au niveau lexical, il y a vraiment toutes sortes de procédés auxquels j'ai dû recourir, donc parfois en respectant l'auteur, parfois en rajoutant un peu, donc le registre parlé, ou l'argot, les dialectes, les archaïsmes, les termes et les mots savants, ça je reprends par exemple à Pérec. Ensuite, pour ce qui concerne les emprunts, il y a pas mal d'emprunts de la langue anglaise que parfois j'ai respecté, parfois je n'ai pas respecté. Là, je me suis trompée, au lieu de marquer clown en anglais, j'ai mis en croate, mais voilà, donc même, je ne pouvais même pas opter pour le mot plus court, clown, qui serait attendu, mais il me fallait quelque chose de plus long, donc j'ai opté pour une description, circus qui zabarnach, juste pour obtenir la contrainte de 60 signes. Et parfois, donc là où pour Pérec c'est une expression neutre parce que française, moi j'ai créé des emprunts où j'ai tout simplement utilisé les emprunts français, ce qui fait qu'on sauvegardait en quelque sorte l'esprit français du texte. Pour ce qui concerne les références extratextuelles, parce que voilà, la liste, le compendium en est plein, tant au niveau historique, géographique, littéraire, etc. J'ai essayé bien sûr de les sauvegarder au maximum, mais c'était toujours en dépendance de la contrainte de 60 signes. Donc parfois il y a eu des pertes, il y a eu par exemple le nom de Varsovie, l'américain et belge qui sont tombés, ou alors des modulations. Parfois, par exemple, au lieu de dire allemand, j'ai mis Isbavarsk, toujours en fonction bien sûr du contenu, mais aussi en fonction de la contrainte de 60 signes. Et parfois, j'ajoutais un peu pour allonger le verbe. Enfin, pour ce qui concerne la réécriture de certaines phrases ou verbes, parfois la traduction littérale marchait assez bien, ou plutôt bien, comme on peut voir dans la phrase, là on ne voit pas tout, mais bon, donc le verbe 28, Robinson Crusoe vivant bien à l'aise dans son îlot solitaire, qui en croate devient Robinson Crusoe, koji lagodno prebiva na svom pustom otočiću. Donc là j'ai respecté pratiquement tous les mots et l'ordre des mots. Tandis que très souvent, il me fallait modifier, soit en allongeant, en raccourcissant le texte. Il en va de même pour le vers 3, le petit chat sourd aux yeux verrons, vivant au dernier étage, que j'ai traduit par Mala druha maca, šarenih očiju, okoli cijelika voli skrbit. Donc j'ai modifié la deuxième partie de la phrase, ce qui en rétrotraduction donnerait le petit chat sourd aux yeux verrons, dont tout l'étage aime s'occuper. Sémantiquement, vraiment, il y a un décalage, mais voilà, il fallait quand même respecter la contrainte de principe. Et très souvent, ce type de traduction, bien sûr, devient un espace de création. Alors, il faut vraiment faire attention à ne pas s'écarter trop ou se donner des libertés extravagantes. Mais là, par exemple, pour ce qui concerne le vers 73, donc j'ai essayé de respecter le nom de Pérec anagrammé. J'ai même repris la forme de ce mot, perce, parce qu'en croate, perce, ça veut dire petite plume. Et j'ai essayé de l'intégrer dans le texte. Et alors, l'ancêtre du docteur, croyant avoir percé l'énigme du diamant, devient predat liječnika koji vjeruje da perce enigme dijamanta drži. En rétrotraduction, ça donne l'ancêtre du docteur qui croit détenir la petite plume de l'énigme du diamant. Donc j'ai, enfin, comme une partie, disons, quelque chose de très léger, fragile, mais voilà, donc c'est vraiment la contrainte qu'il a imposée. Par contre, je n'ai pas réussi à respecter la petite sous-contrainte, c'est que ce mot percé part donc du 36e signe dans ce vers, qui est l'année de naissance de Pérec. Et là, c'était un peu exagéré. J'ai reproduit donc le numéro, la date, mais pas l'année de sa naissance, parce que moi j'ai commencé à la 34e lettre en croate. Et alors, il y a ce Rémi Schutz qu'on a mentionné aujourd'hui, n'est-ce pas,
qui dit, bah, ça c'est intéressant quand même, que si on change l'ancêtre par père et le diamant par sa forme chimique, son symbole chimique C, alors on a père C, encore une fois, n'est-ce pas? Et ce qui en croate, hélas, est perdu. Alors, en ce qui concerne le verbe 19, la TSF, voilà, le problème de la TSF, c'est le couple gras, major de ceci, n'arrêtons pas la TSF. En croate, pretili bračni par koji živi za radio i obožava jesti kobase. Alors, là, j'ai reproduit un jeu de mots qui n'existe pas, à mon avis, j'espère du moins, en français, dans l'original, parce que, et qui se base sur l'orthophonie, parce que les bergers, en fait, dans ce chapitre, ils travaillent. Lui, Charles, dans un restaurant, Élise dans un dispensaire, mais il n'est pas question d'un radio, d'un appareil TSF. Et alors, il a repris un morceau de Kafka où il en était question, mais dans son texte, il n'en est plus question. Et heureusement, en croate, radio, le mot radio, à part de signifier la radio, signifie également le participe passé du verbe travailler. Comme ça, j'ai joué un peu avec, donc on pourrait, en rétro-traduction, ça donnerait le couple gras et major de saucisse qui ne vit que pour travailler, en quelque sorte, hein, un peu. Et en conclusion, voilà, il y a à mon avis deux étapes. Donc d'abord un travail critique et analytique que le traducteur doit faire, est obligé de faire avant de se lancer dans la traduction. Voilà, il s'agit bien sûr de travail sur le texte, mais également de tout un travail sur l'épitexte pour comprendre un peu tout ce et pour voir ce qu'on n'a pas pu voir nous-mêmes, hein, pour nous faciliter un peu cette tâche. Puis bien sûr le travail de traduction qui est à la fois le travail de création et qui doit permettre à mon avis à la traduction, une fois qu'elle est terminée, de continuer ce travail sur la langue. Moi je pense que c'est très intéressant parce que surtout en Croatie, on a la tendance de se faire corriger toutes les traductions parce qu'après le traducteur, il y a toujours un correcteur qui passe et qui corrige les fautes de frappe, mais aussi et parfois la langue, donc il faut standardiser au maximum, il faut purifier, etc. Ce sont des tendances qui aujourd'hui sont un peu moins prononcées qu'il y a par exemple une quinzaine d'années, mais ici je pense que ce qui était très bien, c'est que ce travail sur la langue a été en quelque sorte imposé par la contrainte. Et j'ai vraiment tenu à cette ouverture, à cette possibilité que la langue elle-même produise de nouveaux réseaux, de nouvelles strates et de nouveaux régimes. Enfin, je pense que c'était et ça, c'était surtout le cas dans La disparition, qui est, à mon avis, l'un des rares livres qui, en croate, n'a pas été relu par un croatiste, disons, par un linguiste pour corriger. C'est vraiment l'un des rares cas parce que j'ai dit que c'est pas la peine, hein, parce que tout est complètement. C'est vraiment pas la peine. Donc on arrive au résultat, à la traduction qui est forcément un résultat subjectif parce que chaque traducteur aurait traduit différemment ce compendium. Et on peut même dire qu'on peut y appliquer le paradoxe périclien rester caché, être découvert, hein, parce que bon, la visibilité du traducteur ici est facilement mise en question parce que disons que c'est le type de texte où le traducteur ne peut pas être invisible et ne doit pas être invisible. Voilà, je vous remercie. Qualité, il n'y a pas de problème. Vous avez des questions, si toutes celles que vous voulez les lèvres et même les autres. Juste une question. Oui. Combien de temps c'est une question sérieuse. Donc le compendium, comme vous avez pu voir, s'étale sur 4 pages. J'ai pris un mois. Un mois. Mais c'est bien, c'est pas.